On y va? On y va. Bon, alors, aujourd'hui, comme j'ai eu des difficultés, j'ai pas pigé tout de suite la difficulté que j'avais eue la dernière fois avec ces schémas-là, que j'ai quand même compris pourquoi j'avais l'impression de m'embrouiller. Je vais le redire un peu, puis après je m'appuie un peu sur un texte, parce que là, on va commencer à rentrer dans des considérations qui ne permettent plus trop l'improvisation. Il faut que ce soit un peu rigoureux. Oui, alors ce qui m'a fait problème sans que je m'en aperçoive, c'est que ces schémas, le stade du miroir, le schéma L transformé et le graphe du désir, en fait, c'est des analogies. C'est pas encore des mathèmes, c'est-à-dire que c'est de l'imaginaire, ça. C'est une façon de commencer à poser des façons d'attraper le réel, mais qui ne sont pas, disons, démonstratifs, comme le réel comme impossible à dire et à écrire. Donc on fait des figurations. C'est pour ça qu'on était parti au départ de l'histoire du chasseur qui va chercher la bête et qui voilà, donc le sujet au départ, c'était le sujet du besoin, comme peut l'être le nourrisson d'ailleurs, qui va être captivé par le discours, et en même temps, il va y avoir une structure de l'imaginaire qu'il a à conquérir. Parce qu'au départ de la vie, quand le petit enfant naît, il n'y a que le réel et le symbolique. Donc, il suffit de voir un petit nouveau-né, comment il palpite comme ça, et comment très vite, il commence à entendre ce qui se passe. Et il commence à s'y intéresser. Alors ça, c'est le point de départ. Donc on avait fait ça, et puis j'entre maintenant dans le... Bon, alors on va rentrer dans la série. D'abord, Lacan commence son enseignement en 1955 avec son premier séminaire, les écrits techniques de Freud. Donc il a les écrits techniques, c'est pas anodin. Mais auparavant, il a fait une conférence qui s'appelle Le réel, l'imaginaire et le symbolique, que je vous ai envoyé pour que vous voyez, c'est quand même très surprenant et très, très agréable à lire, parce que puis, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Et puis, il va forger en fait des outils pour justement symboliser les choses et non plus rester simplement sur le plan de l'analogie. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il arrive à la figuration avec le stade du miroir, à déjà une petite écriture mathématisée de ce dont il parle. Et pourquoi il s'inspire des mathématiques? Parce qu'il dit qu'il n'y a que les mathématiciens qui jouissent du réel, alors qu'en général, d'un réel froid, comme un feu froid. Ils ont l'outil pour pouvoir l'aborder comme ça. Alors qu'en fait, le réel, ça brûle, et c'est le symptôme. Donc il faut se sortir de cette prise. Voilà pourquoi il a l'idée, lui, de s'attaquer à la logique, enfin de se servir de la logique mathématique. Alors déjà, la première chose, c'est que le sujet de la psychanalyse, tel qu'il le définit comme divisé, c'est pas le moi, c'est le sujet forclos de la science, et qui ressurgit dans le réel. C'est ça, il le fait à partir de Descartes. Je pense donc je suis, et lui dit donc je suis, ou je jouis, ou ça jouit. Voilà. Donc il introduit avec le signifiant la dimension de la jouissance. Alors, il fait aussi, dans sa conférence réelle, imaginaire et symbolique, je ne sais pas si vous l'avez regardé, cette enfilade de symboliser le réel, imaginaire, tout ça, toute une série de trucs où il donne un parcours de la cure à partir de petites lettres, comme ça. Il ne va pas revenir dessus, c'est très difficile à déchiffrer en fin de compte, mais enfin, on voit que c'est la pente qu'il est en train de prendre. Ensuite, le stade du miroir, je vous l'indique là, et déjà, il y a ça d'inscrit. C'est-à-dire qu'on voit ici le sujet au départ, celui qui est assimilé à l'œil, et que le cortex
signifie un petit peu que signifie le miroir concave, on voit bien que ce n'est pas un objet mathématique, c'est encore une approximation imaginaire. Le sujet est donc en lien direct avec l'autre, comme on l'a vu avec le schéma, le graphe du désir, et l'inconscient se situe ici, c'est-à-dire qu'il y a petit à petit un point d'insémination du signifiant pour le petit enfant. Hein, c'est déjà un premier pas, ça. Ensuite, on avait le graphe du désir, je vous dis, c'est cette histoire que je vous dis d'imaginaire ici, de tout ce montage comme ça, qui est très séduisant, en fait, finalement, il s'en sert quand même une fois de façon très importante quand il a fondé son école et qu'il veut faire la différence entre l'analyste praticien, celui qui déclare qu'il va pratiquer la psychanalyse dans une institution comme la sienne, l'analyste membre de l'école, c'est-à-dire celui qui est reconnu comme étant un analyste étant dans cette école. C'est quand même un petit peu arbitraire. Moi, je l'ai dit, ils n'étaient pas contents au forum. Je dis qu'il y avait un côté copinage là. Hein. On nomme les copains à eux plus vite que les autres, c'est comme ça. Et puis l'analyste, ce que lui, Lacan appelait l'analyse de l'école, à eux, de l'école. À mon avis, ça ne vise pas chez lui l'idée qu'il s'agisse que de l'école freudienne. Hein. Et que ce n'est pas, comme on le fait chez nous, dans les forums, qu'un analyste des forums, à eux de l'école, n'est pas un analyste à eux d'une autre école. Ce qui est une erreur, à mon avis, c'est une erreur, ça. L'analyse de l'école pour Lacan, c'est quelqu'un qui serait porteur du fait de son expérience de la passe, c'est-à-dire d'avoir pu élaborer quelque chose du moment où, de l'analyse qu'il faisait, il passe à un autre registre de réel, où il peut démontrer, c'est pour ça qu'on devient analyste, c'est comme ça qu'on devient analyste. Hein. Donc, je pense qu'il a une vision de l'école qui serait l'école de la psychanalyse. Hein. Freud, évidemment, il était plus éloigné de ça, mais enfin, il était très exigeant au niveau de la pratique analytique, en tout cas pour lui-même. Hein. Il avait une rigueur très, très forte à ce niveau-là, hein. Et en particulier, l'exigence première pour pratiquer la psychanalyse, pour Freud, c'était de faire une analyse, et ça reste une exigence. Bon. Alors, à partir de là, graphe du désir, on va commencer à étudier les 4 discours, et puis après les 4 discours, vous verrez, c'est une théorie très élaborée, il va un peu laisser tomber ça. Il va laisser tomber ça à partir de Encore, parce que dans Encore, il commence à élaborer les dimensions de la jouissance d'une façon beaucoup plus élargie que ce qu'il a fait dans l'éthique, si vous voulez, et il a besoin de cerner cette affaire-là. Il va abandonner finalement ces fameux mathèmes qu'il avait produits quand il est venu parler à l'école normale supérieure. Et puis, parce qu'il va dire qu'il n'y a pas de transmission intégrale de la psychanalyse, et il va déboucher sur ce fameux, comme il l'appelle, ma structure à la noix, le fameux nœud borroméen qui lui vient comme bague au doigt, parce que Lacan, il emprunte tout le temps à droite à gauche. Hein. Il n'invente pas des trucs comme ça, il prend un objet, il le tord, il le manie, il le change, et puis il en fait usage pour lui-même et pour ce qu'il a à dire. Qui va être le point d'aboutissement de son enseignement avec son invention du terme de la langue, pour bien se distinguer justement de la linguistique. Alors, là-dessus, on va commencer, plutôt là je vais être obligé quand même de me rapporter à mon texte. Hein. Alors, chez Lacan, la définition du signifiant, et c'est la sienne, elle est très éloignée de celle de la linguistique. Il va dire que le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant qui ne le représente pas. Alors, on va voir ce qui va venir. Déjà, quand on vous dit un truc comme ça, ça veut dire que le sujet
se fond et se gélifie dans le signifiant, il n'est plus rien d'autre qu'un signifiant qu'il représente pour un autre signifiant qu'il ne représente pas. Du coup, le sujet, qu'est-ce que ça peut être? Ça ne peut être qu'une fente, ça peut être qu'un trou. Hein. C'est pour ça qu'il le décrit comme ça, lui, en sujet divisé, toujours. C'est toujours comme ça. Il n'apparaît pas, le sujet, dans c'est une façon d'écrire, mais il n'apparaît pas. Et c'est ce qui se passe avec le discours de la science, qui est fort clos, justement, du discours de la science. La science a fait tout ce qu'il faut pour éliminer la subjectivité. Alors vous verrez, quand on étudiera les discours, vous verrez que la science, ça s'invente quand même à partir d'un sujet, et je vous dirai comment, justement, le discours hystérique, qui n'est pas simplement une conception psychopathologique du sujet, le sujet, dans l'hystérie, c'est lui qui invente la science, parce qu'il interroge les savoirs, il interroge les signifiants du savoir. Ça, je le dirai plus tard, mais pour vous rappeler ça, c'est un des piliers du discours de la science. Donc on n'a pas du tout une conception dans la psychanalyse, déjà avec Freud. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. C'est bon. Quelqu'un me posait une question. Donc, voilà, le sujet, c'est une fente, et c'est même la fente dont se définit la structure chez Lacan. C'est l'équivalent de la structure. Voilà. Et dans cette opération, il y a un reste. Il y a un reste qui n'est pas pris par le signifiant et que lui va nommer son fameux objet petit a. Hein. Donc, avec les 4 discours, on va rentrer dans une logique mathématique que Lacan va élaborer petit à petit avec les 4 discours, plus 1, de même qu'avec la topologie. Là, il ne s'agit plus d'analogie. Il ne s'agit plus de schéma, mais bien de l'usage que font les mathématiciens pour parler du réel. Voilà. Alors, au départ, je me suis toujours demandé pourquoi Lacan ne voulait pas faire partie de ce qui s'appelait à l'époque autour de 68, qui s'appelait le baquet le baquet structuraliste, des structuralistes. C'est-à-dire, il y avait Foucault, Deleuze un peu moins, il y avait Lévi-Strauss, il y avait Barthes, bon, je prends les grands noms comme ça, et que lui, il disait que cette histoire des structuralistes, c'était une histoire de... C'était les journalistes qui avaient inventé ça, et que lui, sa structure à lui, n'était pas du tout la même que celle des autres. Alors, et de la linguistique en plus de ça. Mais ben, il était quand même, il était en même temps soutenu par ces gens-là, soutenu et en même temps critiqué, mais enfin, c'était pas ses ennemis ceux-là. Alors, d'abord, à cette époque-là, Foucault et Deleuze, qui assistaient à son séminaire, ne supportent pas l'intervention que Lacan fait sur sa façon d'interpréter les Ménines de Velázquez. Alors je vais vous dire le point central. C'est-à-dire que eux, par exemple, quelqu'un comme Foucault considère que ce qui fait la valeur du tableau des Ménines, c'est que c'est le regard, c'est ça le centre de tableau. Alors Lacan fait remarquer qu'il n'y a aucun regard qui se croise déjà, et que pour lui, le point central du tableau, c'est la fente de l'incubère qui est sous sa robe, hein, l'infante qui est peinte à de nombreuses reprises par Velázquez, et que c'est là le centre. Et effectivement, là, ça a fait bouger les autres, ils n'ont pas été d'accord. Ça a été un moment de rupture, ça. Ça a été un moment de rupture entre eux. Ils ont quitté le séminaire de Lacan. Il explique très bien, lui, qu'il explore un champ qui n'est pas celui des autres, un champ particulier, à partir d'une démarche qui suit les veines de la structure, et à partir de la pratique analytique, qui est quand même une pratique d'abord de la parole. Hein. Et c'est effectivement comment maintenant symboliser la parole à partir de ce qu'elle est comme parole. Et il revient effectivement
au sens originaire de Freud, dans une relecture de son œuvre, avec son axiome bulldozer, l'inconscient est structuré comme un langage, et alors des fois ça va, puis des fois ça ne va pas, alors il fait quelques petits forçages, et il y arrive. Hein, ça c'est important. Par exemple, sa notion du sujet divisé, il va la chercher chez Freud, qui dans la dernière œuvre de sa vie, hein, en dehors du Moïse et le monothéisme, ça s'appelle l'Ichpaltung, et Lacan le traduit par division du sujet. Hein. Ce n'est pas du tout comme le faisaient les autres auteurs analystes qui disaient que c'était le clivage du moi. Autrement dit, Lacan distingue la dimension du sujet par rapport à l'imaginaire du moi. Ça c'est important. Alors, effectivement, on lui fait ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, cette histoire de l'inconscient structuré comme un langage, et dont ce qui est refoulé pour Lacan, dit que ce sont des représentations de mots. C'est les Vorstellung Repräsentanz, qu'il qualifie, lui, de signifiants. Hein. Et Pontalis, qui est un analyste qui avait été un de ses analysants, lui réplique que non, il y a aussi des représentations de choses. Alors Lacan reprend le texte en allemand et il dit voilà, la chose, par exemple pour Heidegger, c'est das Ding. Hein. Et donc dans l'inconscient, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de comme Vorstellung, les représentants de la représentation. Représentants de la représentation, ce sont des signifiants. Comme il dit par exemple que dans une représentation diplomatique, il prend l'exemple des ambassadeurs justement, dans une représentation diplomatique, l'ambassadeur, c'est le représentant de la représentation. C'est un signifiant majeur qui a son rôle, mais ce n'est pas du tout une chose. Hein. Et quand un sujet rêve d'une maison, par exemple, il rêve d'une maison, ce n'est pas une chose qui est dans l'inconscient. Ce que lui oppose Pontalis à propos des Vorstellung, c'est-à-dire il y a des représentations de choses dans l'inconscient. Lacan dit non, dans l'inconscient, il n'y a que des signifiants et des mots hein, signifiants. Voilà, ça c'est une première chose, mais en même temps, il est quand même un peu embarrassé avec cette histoire. Et quand vous entendez dans un rêve quelqu'un parler de maison, bah, ce n'est pas la maison de son grand-père ou de sa grand-mère, c'est maison. Et ça s'enchaîne avec d'autres signifiants. Ça peut effectivement venir par la suite qu'il s'agit d'une maison familiale, mais au départ, si on commence à vouloir comprendre trop vite le texte du patient, ben on l'induit dans des suggestions successives, ce qui s'est passé très souvent, et ce qui se passe très souvent dans des cures analytiques. Hein. Alors, il y a quelque chose évidemment qui est en train de bouger chez Lacan, hein, par rapport à cette histoire de représentation. C'est qu'au départ... J'ai une question avant que vous alliez plus loin. Comment ? J'ai une question avant que vous alliez plus loin. Oui. Je comprends bien l'idée que dans l'inconscient, il s'agit de représentation de mots et pas de représentation de choses. Oui. Et en revanche, pourquoi c'est que dans l'inconscient ? Pourquoi ce serait que dans l'inconscient ? C'est pas que dans l'inconscient. Oui, il se trouve que l'inconscient se constitue de ça. C'est-à-dire qu'il y a le refoulement originaire, et puis le refoulement originaire qui n'est jamais levé aspire vers lui les représentations du sujet, et ça devient ce qu'on appelle, nous, au départ, l'inconscient secondaire, provisoirement, au départ de l'enseignement de Lacan. C'est des représentations de mots et pas du tout des représentations de la chose. D'accord. Et c'est pour ça que quand quelqu'un parle en analyse, quand il sort un terme particulier, il ne faut pas tout de suite pointer qu'on a compris. Au contraire, il faut le faire remarquer, et l'interprétation que Lacan donne comme étant équivoque, il faut faire très attention avec cette histoire, parce que il n'y a pas seulement l'équivoque, il n'y a pas seulement ça, il y a aussi la grammaire, il y a la logique. Qu'est-ce qui s'enchaîne au fur et à mesure ?
Et alors, ce qu'il introduit de nouveau, c'est que au départ, on pouvait penser, d'ailleurs on lui a reproché à Lacan, finalement pour vous, l'expérience du sujet humain, c'est que il est tout le langage pour lui. Et Lacan réplique que non. Non, justement, puisqu'il y a la grammaire, il y a la logique, et puis il y a surtout ce qu'il est en train d'introduire de façon de plus en plus performante, la dimension de la jouissance. Hein? Et il y a une chose qu'il faut souligner qui est importante, c'est le rapport aux pulsions. Lacan, le départ de son enseignement avec le stade du miroir et éventuellement le graphe du désir, il est en train de proposer à son auditoire comment se structure l'imaginaire. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, le nourrisson, c'est un corps vivant, un corps vivant réel de la vie. Il n'a que ça et il ne rencontre que du symbolique, c'est-à-dire les alternances de son nourrissage, des mots qu'on lui adresse, de cette chose-là, et il a affaire à la conquête de l'imaginaire. Alors l'imaginaire, c'est pas ce qu'on imagine. L'imaginaire, il a une dimension de réel aussi. Il est noué au réel. On ne sait pas très bien où passe la frontière, mais enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc on voit apparaître chez Lacan les distinctions symboliques, langage, imaginaire, c'est le corps dans sa constitution, c'est le stade du miroir, et puis le réel comme l'impossible, où il va lui loger justement la vie. Hein, jouissance de la vie dont on ne sait strictement rien, bien sûr, mais voilà, c'est comme ça qu'il fait son truc. Alors, dans cet accrochage justement du signifiant, du sujet par le signifiant, il y a un reste qui est le fameux objet petit a, d'où se développent les catégories des pulsions, les 4 fameuses pulsions. La pulsion, on écoutait ça à Sainte-Anne l'autre jour, on n'écoute pas avec l'oreille, hein. C'est pas au niveau des organes sensoriels que ça se passe. Ça se passe au niveau d'une construction langagière. C'est-à-dire que, par exemple, dans la pulsion invocante, c'est la voix. Et ça, on sait très bien que les nourrissons sont très sensibles à la voix. Hein, et que les petits-enfants témoignent de leur intérêt, de cette jouissance que procure la voix et le signifiant, c'est que quand il se couche le soir avec sa mère, lui raconte un conte de fées, il veut toujours la même histoire, parce que ce qui l'intéresse, c'est de jouir des signifiants qui sont utilisés. L'histoire, il la connaît par cœur, mais lui, il a besoin de répéter. Au fond, hein, on fait un peu tout ça, quoi, hein. On répète tout le temps les mêmes trucs qui nous plaisent, on écoute les mêmes musiques, on lit les mêmes choses. C'est parce qu'on obtient une espèce de jouissance qui n'est pas celle du sens ni de la signification. Cela dit, quand même, Jacobson soutient la définition de Lacan. Il dit qu'il a raison de donner cette dimension au signifiant, comme se définissant uniquement par rapport aux autres signifiants, par ce qui est équivalent entre les signifiants, c'est leur différence absolue. Hein. Chaque signifiant est différent absolument de tous les autres signifiants. C'est comme ça. Alors, il dit qu'il y a des gens qui ont calibré ça, ils ont fait, on verra ça dans la troisième, ils ont fait un diagramme de tous les phonèmes et tous les trucs qui font des signifiants. Il paraît que c'est comme ça, je ne sais rien, je n'ai pas vu ça. Et alors, ce qui se passe avec cette histoire de point d'insémination du signifiant, c'est que commence une espèce de mortification du corps vivant, en gros. Hein. Et progressivement, la dimension du corps, telle qu'en parle la psychanalyse, elle se situe comme consistance imaginaire, qui est coupée de l'organisme vivant, avec un lien, puisque la frontière entre l'imaginaire et le réel est un peu floue, comme ça, mais là, il y a ce que Lacan appelle une coupure épistémosomatique, hein, une coupure radicale dans cette histoire-là. Ça, je m'en étais servi parce que moi je dis que la psychosomatique, ça n'existe pas. Ils ne sont pas contents en général, les gens qui parlent de psychosomatique, justement parce que j'ai jamais lu nulle part la preuve que le signifiant pouvait induire des maladies organiques. J'en ai jamais vu. Par contre,
rétroactivement, un sujet peut s'inventer une histoire de causalité signifiante qu'il faut entendre, mais la réalité de la chose, c'est pas ça. Hein, c'est pas ça. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose. C'est-à-dire qu'on s'éloigne de l'organisme animal pour avoir un corps construit en termes d'imaginaire structuré par le signifiant. Voilà. Alors, il va définir le sujet comme l'être signifiant du sujet, il va appeler ça l'être signifiant du sujet, et l'objet petit a, son être de jouissance. Un être, c'est donc déterminé par la fonction langagière. On ne peut pas parler ça autrement. Et il va parler du fantasme, puisque c'est une écriture du fantasme que nous avons là, ici. L'écriture du fantasme. On va faire le fameux truc. Voilà, l'écriture du fantasme. Comme ça. Et le fantasme pour Lacan, quand il parle du fantasme déjà élaboré dans le graphe du désir, ce n'est pas une fiction au sens c'est un truc fictif, c'est au sens d'une fiction avec un X. C'est un point de capiton qui touche au réel. Hein. Et il va dire éventuellement que le fantasme est une fenêtre sur le réel. Et il prend l'exemple de peintres qui ont fait des tableaux où on voit une fenêtre, je sais plus seul qui a fait ça, où on voit le paysage à travers un cadre. Magritte. Voilà. Alors, c'est une façon pour Lacan de répondre à la question que pour lui, pas tout est signifiant, qu'il y a la jouissance, ça compte beaucoup ça. Et c'est pour ça que l'interprétation analytique, justement, ne peut pas se réduire à jouer d'équivoque. Il y a une possibilité de faire un certain calcul, parce qu'on connaît un peu les séquences de l'analysant, qui les connaît lui aussi, puis si on lui a ponctué, mais il y a une dimension qui échappe et qui est incalculable. On ne sait jamais ce que ça va produire comme effet de jouissance, qui peuvent être des fois des moments catastrophiques, parce que ça va trop fort, hein, par exemple. Ça, il faut le savoir. Ça. Alors, c'est une façon de dire ça que l'interprétation dans l'analyse, ça ne se réduit pas à un jeu de mots. Hein, j'en ai marre à bout tout seul, je fais le cheval, ça vous connaissez ce truc-là, ça, c'est des séquences comme ça. Alors, également, la notion de discours chez Lacan, ça ne peut pas se réduire simplement à dire ben, quelqu'un fait un discours. C'est pas ça du tout. Hein. Quelqu'un fait un discours, et puis voilà, c'est ça le discours. Non, il va donner une définition qui est la sienne, et qui est justement liée aux lois du langage. Tout discours comme ça. Et le discours se distingue d'un autre à partir de ce qu'il signifie. Jacobson ajoute de toute façon, la signification, elle est toujours phallique. Elle est toujours phallique. Alors faire très attention à ce terme de phallus, parce que ça ne veut pas dire l'organe masculin. Le phallus, la jouissance phallique, c'est justement pas l'organe, c'est un signifiant de la jouissance, au contraire. Hein. C'est pas l'organe. Simplement, évidemment, on s'interroge pourquoi chez les hommes, et ça on ne sait pas, déjà on ne sait pas d'où vient le langage. Il était là avant, il sera là après notre passage sur Terre, il continuera ou pas, je ne sais rien. Mais ça a une signification phallique au sens où c'est du signifiant dont il s'agit. Hein, le phallus, tel qu'en parle Lacan, ça n'a rien à voir avec l'organe. C'est pas le sexe réel. D'ailleurs, du sexe réel, on ne sait rien. Hein, on ne peut que tourner autour, on ne sait rien. Voilà, c'est ça le truc. Et d'ailleurs, dans les sociétés matrilinéaires, là, c'était les fameux exemples que Lacan prenait des Trobriandais, c'est des sociétés matrilinéaires, et bien, la tribu qui vivait dans sa forêt, comme ça, il y avait dans un endroit un rocher qui était le représentant signifiant du phallus. Voilà, ça a ordonné malgré tout les lignées matrilinéaires et toute la société.
C'est comme ça. Et ça a toujours été partout de cette façon-là. Hein. Et ça, Jacobson le dit, il soutient Lacan à ce niveau-là. De même qu'un discours, effectivement, il se définit par rapport à ce qu'il cerne. Par exemple, le discours politique, c'est pas le discours amoureux. Hein. On voit bien que c'est pas la même modalité de jouissance. Toutes ces distinctions sont à faire. Par exemple, le discours amoureux, vous savez d'où ça vient. Alors, maintenant, je vais quand même simplement essayer de dire quelques autres distinctions que fait Lacan de la structure. D'abord, il se distingue, lui, de tous les autres structuralistes. Ce qui va donc lui permettre de définir le discours comme étant un lien social, supporté par la parole. Quand on parle, on crée un lien social. C'est ça. C'est pas la description d'une réalité ou d'un objet, c'est un mode de lien social pour Lacan. Voilà. Alors, chez Lévi-Strauss, d'abord, puisqu'il est allé le voir quand il a sorti les structures élémentaires de la parenté, bien sûr, ça lui a apparu comme quelque chose qui venait le confirmer dans ce qu'il disait, même s'il y a eu beaucoup de malentendus entre eux, parce qu'il avait écrit en 1938 comment ça s'appelle déjà, c'est pas les structures de la parenté, mais c'est le grand texte de... Vous ne vous souvenez pas le texte, il a goûté très ventre. Ah bon, je vais le retrouver, je ne sais pas. De en 1938, il a sorti. Les complexes familiaux, voilà, mais bon, en 1938. Donc quand Lévi-Strauss sort son histoire des liens de parenté, les structures de la parenté, il se dit c'est un peu comme chez moi. Donc il y a eu entre eux un petit peu un malentendu, parce que on peut dire que Lévi-Strauss, il a plutôt tendance à faire une structure fermée. C'est des éléments covariants, mais ça tourne en rond, c'est des trucs fermés. Alors que chez Lacan, ça va être ouvert au contraire, ça va être ouvert sur le réel. Ça, je vais vous le montrer. C'est pour ça que, par exemple, Lévi-Strauss parle d'inconscient collectif. Ça n'existe pas là. En tout cas, l'inconscient collectif, on peut le dire comme ça. Et puis, il parle d'autonomie du symbolique, Lévi-Strauss. Et Lacan, il n'y a pas d'inconscient collectif. C'est l'inconscient propre à chacun, ce qui montre bien que l'inconscient vu par la psychanalyse n'a rien à voir avec celle de Lévi-Strauss. Ça a eu des effets sur leur relation. Il a aussi affaire à Barthes. Barthes qui écrit un livre sur le Japon qui s'appelle L'Empire des signes. Et alors le signe, ça représente quelque chose pour quelqu'un. C'est pas insignifiant. Pour Lacan. Hein. Et Lacan le reprend en disant non, ce bouquin, ça colle pas d'appeler ça l'Empire des signes, il faudrait l'appeler l'Empire des semblants. C'est-à-dire l'Empire des signifiants, ça pourrait coller. Hein. Voilà. Alors, si vous voulez, je vais vous donner un exemple de signe. Le signe qui représente quelque chose pour quelqu'un. Actuellement, s'il y a un feu de forêt, les pompiers pensent immédiatement qu'il y a quelqu'un qui a foutu le feu et qui est un fumeur. Donc, tous les gens qui se baladent dans la zone où il y a eu des feux, on va voir s'ils n'ont pas un briquet dans la poche. Hein. Voilà le type du signe, ce n'est pas du signifiant, ça. Alors, maintenant, ce qu'il reproche justement à Lévi-Strauss et à d'autres auteurs, même y compris Barthes, c'est qu'au fond, ils font une confusion entre le signifiant et le réel. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Voilà, c'est ça le truc qu'il fait. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de distinction entre le réel et le symbolique. Alors que Lacan cherche absolument à séparer les trucs, puisque lui dit le réel est impossible à dire et impossible à écrire. Et en même temps, il faut l'écrire quand même. Ce qui n'est pas rien. Et vous savez quelle est sa théorie de l'écriture quand il revient du Japon, justement. Il y a deux choses, oui, quand il revient du Japon. Il est allé au Japon, il a visité, et puis
il a eu affaire à un savant japonais qui s'est mis à lui parler comme ça, à lui expliquer ses théories. Et là, quand je l'écoutais, je ne comprenais rien ce qu'il racontait, mais ça n'empêche pas que ça me rentrait par la cervelle, et puis ça allait dans mes cellules, et puis comme ça, mes petits-enfants pourront en profiter tôt ou tard. Donc comment il montre que le langage s'apprend par imprégnation. Le nourrisson, il n'apprend pas les mots, il s'imprègne de la langue, et petit à petit, les séquences viennent. Hein. C'est-à-dire qu'au début, l'enfant, il fait des lalations avec sa mère. Je vous ai envoyé à certains la vidéo qui montre, c'est absolument extraordinaire de voir ça. Hein. Alors, maintenant, Foucault, lui, il a une conception, effectivement, parce que Foucault a publié son discours d'entrée au Collège de France par l'ordre du discours, en 70. Après mai 68, tous ces gens-là, Lacan, tous ces gens-là, ils voulaient pouvoir comprendre ce qui se passait en mai 68. Et l'ordre du discours, c'est quand même un discours clos. Et ça a entraîné Foucault à vouloir se lancer dans l'histoire de la sexualité. Il y a renoncé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a dit il n'y a pas d'histoire de la sexualité. Autrement dit, la sexualité humaine, depuis le début des temps, a toujours été comme elle est aujourd'hui. C'est toujours la même difficulté pour tous les êtres humains depuis toujours. Il n'y a pas un savoir sur le sexe. Il y a un savoir qui se surajoute, mais qui n'est pas sur le sexe. Comme le dit Freud très bien d'ailleurs, dans les 3 essais, il y a des normes sociales faute de toute norme sexuelle. Donc toutes les manifestations plus ou moins fantaisistes de la sexualité chez l'être humain, c'est normal. Il est normal d'être pervers, il est normal d'être névrosé, il est normal d'être psychotique. Ça ne veut rien dire ça. Hein. C'est-à-dire qu'on balaye la psychopathologie. Alors lui, évidemment, il reconnaît sa dette à l'égard de Jacobson, qu'il a toujours soutenu. Hein, il lui emprunte ses théories du signifiant, la métaphore et la métonymie, donc les processus de métaphorisation et les processus de métonymie, ça il le reconnaît. Et puis vous savez que Jacobson, qui avait étudié beaucoup les petits-enfants, puisqu'il faisait enregistrer dans les berceaux, dans des nurseries, il enregistrait ce qui se passait la nuit, et puis ils ont enregistré des mots, des paroles, des balbutiements qui montrent que le tout petit nourrisson, il rêve déjà, c'est-à-dire qu'il commence à s'imprégner de la langue et il commence à chercher à la manipuler. Et ça se voit maintenant, on a des vidéos là-dessus. Et lui, Jacobson, vous savez qu'il a laissé tomber la linguistique et puis s'est intéressé à la poésie. Hein. Comme Saussure, c'est pas lui qui a publié son texte, c'est ses élèves, lui aussi s'est occupé des anagrammes. C'est-à-dire qu'ils étaient intéressés par le maniement de la lettre. Et là, Lacan, évidemment, il a touché du doigt, lui aussi, cette histoire-là, mais d'une autre façon. Par exemple, il parlait de cybernétique et il disait, voilà, si vous avez sur une machine, il disait d'ailleurs que l'invention la plus dangereuse du XXe siècle, c'était la machine à calculer. D'où résultent nos ordinateurs et maintenant nos iPhones et compagnie. Et quand on voit comment les gens sont avec ça, on comprend qu'il y a une captation avec un éparpillement, en plus le morcellement, comme ça. Et ça, c'est pour vous dire que la prise du corps vivant dans le signifiant entraîne une prématuration symbolique. Ce n'est pas, ce qui intéresse Lacan, ce n'est pas le fait que l'enfant ne peut pas encore se mettre debout ni rien. C'est pas ça du tout. C'est qu'il est aux prises avec le langage et qu'il a une conception de son corps qui est morcelée. C'est-à-dire qu'au niveau des pulsions, on le nourrit, on l'habille, on le lave et tout ça. Il a une perception de son corps qui est morcelée. C'est pas un tout pour lui. Il ne comprend pas ça. Petit à petit, bien sûr, il va s'y mettre, il va imiter ce qui se passe autour de lui, il va y arriver. Alors, voilà. Et pour se débarrasser de cette histoire de la linguistique, Lacan me dit, moi, je ne fais pas de linguistique, je fais de la linguisterie. Comme ça,
il est tranquille, il fout la paix, il en a ras-le-bol, parce que régulièrement les linguistes l'interpellaient, il en a ras-le-bol. Puis quand il est allé voir aux États-Unis qu'il a rencontré Chomsky, il a une théorie du langage qui est très particulière. Il dit que c'est un organe du corps. Alors, quand il a raconté ça à Lacan n'a rien dit, mais il a dit j'étais soufflé, quoi. Il n'a même pas cherché à lui répondre, parce que il ne faut pas toujours répondre aux gens qui vous disent des choses comme ça, parce que sinon vous perdez votre temps. Et la langue, c'est un savoir-faire de l'inconscient. Ça, l'inconscient, il sait faire avec la langue. Ça, c'est un truc qu'il sait faire. Donc, la structure, elle est caractérisée d'être constituée par des éléments covariants qui sont en relation les uns avec les autres et qui s'interagissent. Et ça se lit, par exemple, dans les mythes. On voit bien comment Lévi-Strauss analyse les mythes par des systèmes de transformation qui permettent de repérer un mythe de je ne sais trop quoi, du fin fond de la Chine, avec des êtres humains qui vivent à poil en Amazonie, quoi. Il arrive à... Les mythes, c'est des structures, et il les a mis en carte, Lévi-Strauss, il les a mis en carte, comme ça. Et donc, voilà, des transformations internes qui permettent d'expliquer comment le chaud, le froid, le haut, le bas, tout ça, ça se relie à travers une série de constellations de mythes. Et puis, Lacan, il y va de son histoire, et puis il va dire, oui, il parle du mythe individuel du névrosé, quoi. Voilà. Le névrosé, il a le mythe de son histoire, c'est son mythe. Moi, dans ma famille, on avait un mythe comme ça. On avait soi-disant un ancêtre écossais qui s'appelait Wallace, W-A-2-L-A-C-E, qui est venu en France. Et puis c'est Wallace qui s'est installé à Lyon. À Lyon, les gens à l'époque ne parlaient pas anglais. Donc on lui a dit, ça ne va pas, Wallace comme ça, personne ne sait écrire ce mot. Ils l'ont transformé en V-A-2-L-A-2-S-E. Et puis pour simplifier, V-A-L-A-S. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est le mythe dans ma famille, ça. On a donc un ancien Écossais qui était garde dans la garde impériale de Napoléon. C'est bien, hein? Chaque famille a un mythe comme ça. C'est important. Le mythe, c'est pas une farce, c'est un truc qui a une structure. Alors, voilà, je vais rentrer maintenant dans le... Je ne sais pas si c'est le vif du sujet, mais quand même. Hein? Je vais rentrer dans comment Lacan va inscrire sa structure dans le topos dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un espace à 3 dimensions. Hein. C'est les dimensions cartésiennes. Il va l'inscrire. Or, il va dire la chose suivante. Dans un espace, celui où nous vivons, je l'ai écrit, mais oui, je l'ai écrit, moi, je vais vous le mettre. Voilà, oui, voilà. J'ai pas besoin de l'écrire. Voilà, il part de ça, ici, en haut. On va mettre... Il va dire que dans l'espace où nous habitons, on ne peut mettre, et ça c'est une loi mathématique, on ne peut mettre que 4 points à égale distance les uns des autres. Là, ils sont tous à égale distance les uns par rapport aux autres. Alors que quand on fait, si vous me mettez un 5e point, ça ne marche pas. Donc cette structure s'inscrit dans notre espace. Hein, vous voyez? Alors il y en a une, celle où vous voyez que c'est une pyramide, vous voyez? C'est une pyramide régulière. Vous le voyez à l'œil comme ça, un petit peu? Alors il y a une qui est, je crois l'évogir, non, celle-ci c'est d'extrogir, celle-ci c'est l'évogir. Ça tourne d'un côté plutôt que de l'autre, c'est pas important, mais voilà. On part de là. Donc, il y a 4 points qui sont distincts les uns des autres, quand même, c'est ça qui est important, qui sont distincts les uns des autres, 1, 2, 3, 4, et qui sont toujours en rapport avec les autres
d'une façon constante. C'est les mêmes effets. Vous voyez ce que je veux dire? Seulement, si on se met à écrire ce truc-là, il s'impose pour nous une règle que je définis ici, une règle qui fait que, par exemple, dans le... Alors, 1, 2, voilà. Dans le 1, il y a deux flèches qui arrivent et une flèche qui part. Le 1, regardez. Alors, je vais les flécher parce que je ne l'ai pas fait ici. Je l'ai fait ici. Hein? Le fameux signifiant représente le sujet pour un autre signifiant, je le mets là-dessus pour l'instant. Donc c'est concomitant et en même temps, ça s'explique comme ça. Du 1, vous mettez, il y a deux vecteurs, alors ici on va les mettre. Hein. Je crois qu'on va mettre ça. Comment il fait ça, lui? Attendez que je regarde. Parce qu'il ne faut pas que je me paume. De temps en temps, je me paume avec ça. C'est pas facile parce que c'est du symbolique, vous voyez, c'est plus de l'imaginaire. Alors, on a du mal avec ces trucs-là. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte dans l'écriture qui fait qu'on oublie, mais en même temps, il faut le faire parce que on se retrouve comme ça. Hein. On pourrait. Alors, comment je l'ai fait, lui? Oui, alors. Comment il fait, lui, déjà? Ah oui. Bon. On va faire le 1. Du 1 qui est ici, on va faire partir, il y a deux flèches qui arrivent sur le 1. On va faire celle-ci et celle-ci. Il y a deux flèches qui lui arrivent du 4 et du 3 et une qui part. Vous voyez? Comme ça. Vous le suivez, ça? Maintenant, le 2, le numéro 2. Alors le 2, lui, il fait pareil. C'est-à-dire que le 2, il y en a deux qui lui arrivent. On va faire ça comme ça. On va faire ça. Il y en a deux qui lui arrivent, 1, 2, et une qui part. Vous voyez, vous avez une contrainte, vous êtes dans votre écriture. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est simple à comprendre ça, non? Vous n'avez pas l'air de comprendre. Ben, je vous explique. Tous ces points sont équivalents. Ils ont la même propriété et leur équivalence, c'est comme quand on dit qu'un signifiant est équivalent à un autre signifiant dans leur différence absolue. Là, c'est ce que je fais avec les points. Je montre comment, quand on monte ce schéma-là, ce truc est un truc mathématique qui est dans le réel, c'est-à-dire que ces pyramides sont inscrites dans le réel dans lequel nous vivons. Hein. La quatrième dimension, c'est l'espace-temps, mais dans notre réel quotidien, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça impose quand on écrit, parce que c'est ça dont il s'agit, on est en train de passer de l'analogie théorique à son inscription dans le réel, hein, par mathématisation, utilisation de formules, de trucs tout simples. Donc le 2, du 2, comme je l'ai mis là, il y en a deux qui arrivent, on est d'accord, 1, 2, et le troisième, vous ne pouvez qu'écrire celui-ci ici. Oh, c'est très bien. Pourquoi il dit comme ça? Je vais le jeter dessus. Bon. Maintenant, vous avez le trou. Alors donc, vous voyez que l'asymétrie de ce truc-là, au niveau du 1 et du 2, est respectée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne rompt pas la symétrie de votre structure. C'est ça que ça veut dire. Hein. Maintenant, vous avez le 3. Alors, le 3, je l'ai fait ici d'ailleurs très bien. Le 3, il en a. Le 3, comment il fait? Celui-là, le 3, voilà. Le 3, il en a. Deux qui partent. Un qui arrive, vous voyez ici, et deux qui partent. Il est écrit ici, vous voyez? Oui. Donc ça s'impose, on ne peut pas faire autrement. Bien, si vous le faites, vous rompez la structure, et donc ça ne sert à rien de la faire. Et puis ensuite, le 4, c'est pareil. Vous avez ici également deux qui partent et un qui arrive. Donc vous avez construit
une structure, la fameuse structure quadripartite de Lacan, qui existe dans notre espace de discours, c'est-à-dire dans notre espace quotidien, régulièrement. Voilà ce que c'est. Alors que chez Foucault, par exemple, il parle des discours, mais il dit que ce sont des discours qui s'imposent à nous depuis toujours, mais ce n'est pas bien défini, et ça relève de la logique du sens ou de la signification. C'est ça, comme Deleuze, c'est pareil. C'est la logique du sens. Deleuze, je crois, il a écrit la logique du sens, et Foucault, dans son discours, parce que quand il a sorti l'ordre du discours en 70, Lacan, il a été un peu taquiné, parce que les deux l'avaient quitté, et il s'est retrouvé, il faut que je réponde à ce qui se passe en mai 68. Parce qu'en mai 68, il est allé à Vincennes, il est allé parler à Vincennes, parce que les analystes de l'époque demandaient qu'est-ce que nous demandent les étudiants. Et Lacan, il a répondu, ils ne vous demandent rien, c'est vous qui leur demandez quelque chose. Et lui, il est allé à Vincennes, justement, parler, où c'était un bordel infernal, quoi. Et puis il a sorti un truc, il est quand même, Lacan, il est vachement honnête comme type. Il y a un type qui l'interpelle en disant, mais qu'est-ce qu'on fout avec vos conneries de matin, de trucs comme ça, il y a des manifestations, il faut aller aux manifestations. Et Lacan lui répond assez sèchement, oui, mais les structures ne descendent pas dans la rue. Puis quelques années plus tard, il dit si, les structures descendent dans la rue. Alors, ce qui est en train de se passer actuellement, là, ça doit un petit peu quand même résonner à nos oreilles quand même. Il ne faut pas qu'on soit complètement sourd à ce qui est en train de se passer actuellement, hein, compte tenu que nous sommes dans le discours capitaliste et que c'est un discours qui va se terminer démographiquement, comme dit Lacan. Ça se finira quand il n'y aura plus rien à manger, plus rien à brûler. C'est en train de se produire. Hein. On ne sait pas où ça va aller, mais il va se passer des choses. Il peut se passer des choses. Puis alors Lacan, comme il est provocateur, il dit aussi qu'après tout, l'homme enfin a inventé la bombe qui lui permettra de foutre en l'air toute la planète. C'est sa plus grande invention. Il est enfin arrivé à démolir ça, à foutre en l'air sa planète. Bon. Alors, quand vous avez orienté votre structure, à ce moment-là, vous ne pouvez plus la parcourir de n'importe quelle façon. Hein? Vous êtes obligé d'emprunter. Il y a des obligations à passer par certains points, et pour revenir et tous ces trucs-là. Ça s'impose à vous. C'est ça la structure. Hein? Ce qui se lit d'ailleurs dans les mythes, on ne peut pas dire n'importe quoi. Un mythe, c'est pas une légende. Par exemple, Oedipe, c'est pas un mythe, c'est une légende. C'est pour ça qu'on peut aménager l'histoire, même s'il y a des points fixes qui permettent de repérer les choses. C'est ça qui est important chez Lacan, de repérer. Là, par contre, la structure pour lui, c'est autre chose. C'est un truc qui surdétermine tout ce qu'on fait. Alors, voilà, maintenant je rentre à peu près dans le vif du sujet. Voilà, ici. Puisque la psychanalyse est une pratique de la parole, Lacan dit que toute parole s'origine d'un lieu de vérité. Que même si vous mentez à plein tuyau, c'est la vérité, puisque vous l'avez dit. Comme il dit, Dieu a décidé ça, donc c'est la vérité, puisque Dieu l'a dit. Après, on verra ce qu'il va faire de Dieu, mais enfin voilà. Donc, toute parole, c'est née d'un lieu de vérité, qui est ici, dans sa fameuse définition du signifiant qui représente le sujet pour un autre signifiant qui ne le représente pas. Ça, c'est le discours du maître. C'est le discours du maître. Et c'est pour ça que Lacan l'appelle aussi le discours de l'inconscient. C'est-à-dire que l'inconscient se constitue à partir de la loi, de la loi du discours. Et le discours dominant, c'est le discours du maître. C'est comme ça. Partout, c'est comme ça. Donc, c'est né d'un lieu de vérité et diverge en deux vecteurs. Il y a un vecteur qui vient rejoindre ici le signifiant maître, le S1, et un vecteur qui va du côté, on va le dire tout de suite d'abord,
de la jouissance. Hein. Voilà, ça c'est une façon d'écrire la chose, hein, bien sûr. Et puis ça a comme effet, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a toujours un reste qui n'est pas pris dans le signifiant, et c'est la production de l'objet déchet, ce qu'on appelle le plus de jouir en politique, ou la plus-value, qui est un équivalent, qui est l'être du sujet, l'être de jouissance du sujet. Hein. Quand vous êtes dans le discours, alors c'est ça le truc. Et puis il va étoffer cette affaire-là, petit à petit il va l'étoffer. Ces pôles, ces 4 pôles qu'il a maintenant isolés dans ce schématisme, c'est ici le pôle de la vérité, le pôle du semblant. Alors semblant, ça ne veut pas dire qu'on fait semblant, hein. Ça veut dire que c'est un semblant de réel. On n'a que ça sous la main pour attraper le réel. On n'a que le signifiant qui permet de dire que c'est du réel. Mais en même temps, le signifiant n'est pas le réel. Hein, vous voyez, le truc, on est toujours dans cette entre-deux mais qui est maintenu. Et ça rejoint un pôle de jouissance, parce que c'est vrai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous entendez parler, ça vous fait jouir un peu quand même. Surtout quand une personne aimée vous parle, indépendamment de ce qu'elle vous dit, même si elle vous dit que vous la traitez mal, ça vous procure une certaine jouissance. Et puis, avec une production déchet, toujours, qui est l'objet petit a, le plus de jouir, la plus-value, que Lacan fait équivaloir à la plus-value, et qui fait que justement, dans le discours du maître qui est celui-là, là, ici, monté, et bien, dans le discours du maître, le maître, c'est le sujet. Dans sa stupide existence, c'est-à-dire, le maître, c'est un con, quoi, c'est le con, le maître. Dans l'Antiquité, il reste dans sa baraque, il boit des limonades. D'ailleurs, les limonades, l'esclave qui distille à cet endroit-là lui procure ses limonades pour qu'il lui foute la paix, et puis lui, il prépare sa révolte, l'esclave. Hein. Parce qu'il manie quoi, l'esclave? L'esclave, d'abord, il travaille, il bosse dur, très dur. Ensuite, il a le savoir, parce que c'est comme dans l'Antiquité, c'était comme ça. Quand on avait vaincu l'ennemi, on zigouillait tous les soldats dont on n'avait pas besoin et qui étaient dangereux, et on gardait les types qui savaient faire quelque chose, les architectes, les musiciens, ceux qui savaient faire des navires, des trucs comme ça. C'était ça l'esclave dans l'Antiquité grecque. Hein. C'était pas du tout des gens maltraités forcément. Platon était un esclave, hein. C'était pas un maître de la cité, c'était pas un hoplite comme Socrate. Hein. C'était ça. Alors, vous avez à ce niveau-là de l'autre, justement, point d'aboutissement, le fameux autre qu'on rencontre ici déjà. Hein. L'autre, il y a le travail. Alors, travail, vous savez, ça vient de tripalium, c'est l'engin de torture. Hein. Dans des tas d'endroits, les gens ne travaillent pas. Les gens qui vivent dans la forêt, c'est pas des gens qui travaillent, ils chassent, ils font des trucs, mais c'est pas le boulot comme on fait nous, hein, avec le métro, le boulot dodo, des trucs comme ça. Bon, il y a le savoir, bien sûr, le savoir de l'esclave. Il est esclave, mais il est resté vivant parce qu'il a un savoir dont le maître a besoin, et la jouissance du savoir. Et en plus de ça, Lacan dit que le savoir ne s'acquiert pas par le travail, mais par celui des autres. C'est pas la peine de travailler pour savoir, il faut pomper les autres. Il ne faut pas avoir peur de plagiat pour vis-à-vis des autres. Comme ça, c'est plus facile. Et puis, la production ici, qui est bon, la plus-value, et cette plus-value, plus de jouir, comme plus-value équivalente, Lacan le dit aussi, c'est ça qui fait le capitalisme. C'est-à-dire que le capitaliste récupère cette plus-value, ce plus de jouir, et c'est avec ça qu'il constitue son capital. La machine tourne autour de tout ça, mais lui, il accumule les plus de jouir. Et c'est un travail en trop de l'esclave qui n'est pas payé. Vous voyez, c'est ça l'histoire de la plus-value. Donc là, je vous ai brossé un petit peu le discours, qu'on va dire premier, le discours du maître, et je vais le reprendre un petit peu autrement.
7h30. Hein. Oui. Je vais 7h30, on a jusqu'à 8h. Donc je continue un petit peu. Hein. Alors je vais essayer de me raccrocher à mon texte parce que finalement, je n'arrive pas à les lire. Qu'est-ce que j'ai raconté là? Bon, comme on a écrit le discours du maître, je vais l'écrire. Hein. Ici, c'est pas bien ça. S1 représente le sujet pour un autre signifiant qui ne le représente pas. Donc maintenant, on va numéroter les trucs pour que ça puisse... oui, on va le mettre comme ça ici. 1, 2, 3, 4. C'est une règle qu'on s'impose. Donc, comme je vous l'ai dit, on part comme ça. Le trajet qu'on peut faire, c'est pas celui-là, c'est le contraire. Puisque c'est la parole qui détermine le discours. Hein. C'est ça qui est fondamental. On fait ce trajet-là, celui-là, et puis, comme c'est une écriture, Lacan dit, le quatrième truc qui devient venir là, ça se démontre dans la parole, ne revient pas à l'origine. Donc on le met entre nous comme ça. Quand on a fait ce circuit, vous voyez, on fait une espèce de triangle, on tourne comme ça, vous voyez, comme ça. On ne revient pas, on ne peut pas revenir à l'origine. Vous comprenez ça? Hein? Quand on a fait ce parcours, on ne peut que tourner en rond là, une fois qu'on est parti. Une fois qu'on a émis une parole, elle est définitive. Bien sûr qu'on peut revenir dessus, on prendra une autre parole, mais ça tourne comme ça. Voilà, ça c'est le discours du maître. Alors, voilà comment on parle là de ça. Je ne sais plus où j'en suis. Si je vais me retrouver quand même. Non, mais parce que moi j'ai fait ça dans tous les sens, c'est que. Voilà, 1, 2, 3, 4, c'est ça. Ce qui est possible, justement, du fait que je vous ai montré tout à l'heure avec la fameuse pyramide, c'est qu'on a une espèce d'écriture qui est une hérésie au regard de la mathématique, mais qui se tient. C'est-à-dire qu'il y a des places et il y a des lettres. Vous voyez? Alors, les places, elles ne bougent pas, hein. C'est-à-dire, il y a la place ici de la vérité, ici, hein, la place du semblant, la place de l'autre, et la place de l'objet. Voilà. C'est toujours des places. Par contre, on peut faire des rotations avec les lettres. On peut les faire varier d'un quart de tour à chaque fois, et tout l'ensemble bouge. Si vous faites ça dans ce sens-là, vous allez obtenir, par exemple, le discours suivant, ça va être, voilà, je vais l'écrire ici. Alors, il ne faut pas se bourrer. Si vous partez d'ici, vous écrivez maintenant le second discours, c'est-à-dire que vous faites monter la lettre S ici. Elle devient l'agent du discours.
Ici, ça s'appelle semblant, agent et désir. Voilà. Hein. Le S1, c'est le désir du maître qui s'impose, qui est du semblant et qui est le désir du maître. Fais ça pour moi, fabrique-moi une catapulte pour que je puisse déglinguer les galères qui vont venir nous attaquer. Et puis, ces trompes, ou je sais pas, le chinois, là, le coréen, il a des bombes atomiques ou des bombes nucléaires, et lui aussi c'est un maître, hein, un maître typique. Bon. Trump, c'est pas un. D'ailleurs, il porte bien son nom, Trump, il se trompe tout le temps. C'est vrai, hein, je pense comme ça depuis le début. Il raconte n'importe quoi. Enfin, les Américains, il faut faire gaffe, hein, parce qu'ils ont eu moyen de réaliser les conneries qu'ils ont envie de faire. Hein. Ils sont capables de faire ça. Ce que je raconte ça, c'est comment comment il s'appelle le président d'avant là. Obama. Il balance pendant des semaines des missiles sur la Libye. Hein. Un missile, ça coûte le prix d'un très grand appartement à Montparnasse, un 7 pièces à Montparnasse, 1 500 000 €. Il en balance une vingtaine par jour sur la Libye pendant plusieurs mois. Il détruit tout le pays. Et puis quand il n'est plus président, un jour il dit c'est la plus grosse connerie que j'ai faite de tout mon septennat. C'est pour vous dire que les Américains ils font des trucs comme ça, quoi. Quand ils font la guerre, eux, ça a toujours été comme ça, ils détruisent tout. Ils ont détruit tout le Vietnam, ils détruisent tous les pays où ils vont, et c'est dramatique pour la population. Ça c'est vrai. Hein, c'est plus des guerres, on ne sait pas ce que c'est. Imaginons une guerre mondiale maintenant. Hein, bon. C'est la barbarie. Hein? C'est la barbarie. Comment? Vous dites c'est pas des guerres, c'est la barbarie. Non, c'est pas de la... Non, la barbarie, il y a des barbares quand même qui sont à cheval avec des arcs. On peut encore se battre, c'est-à-dire qu'il y a une jouissance du combat, tandis que là, c'est des bombes qui vous pètent dans la... Vous dormez, puis vous êtes pulvérisé, vous ne savez même pas ce qui s'est passé d'ailleurs, puisque vous êtes... Annie, elle est choquée de ce que je dis. Mais c'est comme ça, hélas, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Eh oui. C'est comme ça. Bon. Vous déplacez la flèche, vous faites monter le sujet là. Donc, par conséquent, vous êtes obligé de faire passer le signifiant là. Hein? S1, ici. Vous voyez? Et du coup, si vous complétez la suite, eh ben, la lettre est en dessous. C'est ici. Et ici, vous avez l'objet petit a. Alors voilà le discours, ce qu'on appelle le discours hystérique. Vous voyez que comme sujet divisé, c'est un sujet qui interpelle les signifiants maîtres, qui met en question le maître. Quelle valeur ça a ce que tu dis? Hein? Donc il la met constamment. Voilà, l'hystérique, son discours, c'est quelque part contredit tout le temps. Hein? Elle contredit tout le temps l'autre, parce qu'elle veut absolument que le signifiant maître soit valable. Alors, quand elle a reconnu que ça tient la route, elle lui fout la paix, puis elle recommence à la prochaine invention du maître. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Ici, qu'est-ce qu'elle produit par son discours? Elle produit le savoir. L'hystérique produit le savoir quand même. Le savoir qui est perdu pour elle, mais qui est récupéré ailleurs. Hein. Et puis, donc, toujours la même trajectoire, ça se passe comme ça se passe comme ça, et ça tourne en rond comme ça, et ça ne revient pas là. Alors, Lacan, il est sévère avec les philosophes, il dit qu'au fond, même Socrate, au fond, ce qu'il fait, c'est qu'il interroge l'esclave, il parle avec l'esclave, il lui pose des questions qui ont une valeur logique, et l'esclave est obligé de répondre, et quelque part, la philosophie, elle est au service du maître, et elle cherche à dérober à l'esclave son savoir pour que le maître puisse en faire usage. Hein, c'est ça son truc. Donc voilà, la philosophie fait partie du discours du maître. Vous voyez?
tous ces philosophes en enfilade comme ça se démontre d'une certaine façon. Hein, ça se démontre que la philosophie est sur ce plan-là. Bon, elle a sa valeur particulière, mais finalement, Lacan, après les avoir étudiés de plus près, les a tous congédiés les uns après les autres, Heidegger, Kant et compagnie. Freud, il disait, il s'en occupait même pas des philosophes, ça l'intéressait pas. Et le seul qu'il a reconnu, c'est Spinoza, parce que Spinoza disait que l'essence de l'homme, c'est le désir. Voilà, ça c'est important. Et donc, mais ça ne veut pas dire que ça les invalide, les discours. On n'invalide pas le discours du maître en le mettant en question. C'est-à-dire que ça fonctionne dans la société. Hein. Ça a des effets sur nous, actuellement. Hein. Alors quand on a un maître comme celui qu'on a en ce moment, bah, des fois on se pose des questions. Hein. Parce que ce n'est pas des vrais maîtres. Ils ne mettent pas leur peau en jeu. Voilà, c'est ça le truc. Le maître, quand même, quelque part, il peut se faire zibouiller. Là-dessus, on continue, on bascule. On va ici, et on fait basculer la lettre à nouveau. Alors là, je le fais dans le sens d'extrogir, mais je pourrais le faire dans le sens lévogir, vous voyez, soit d'un côté, soit de l'autre. Ici, on va continuer, on va avoir l'objet petit a ici, qui va venir ici, le sujet divisé qui va être là. Et ici, je continue, bêtement, le S2 et le S1. Alors ça, c'est le discours du maître. Ça, c'est le discours hystérique. Et ça, c'est le discours analytique. L'agent du discours analytique, objectita, c'est ce à quoi se tient l'analyste. Il se propose comme objet causant le désir de son analysant, qui est ici, et vous voyez que la flèche montre que le transfert, ce n'est pas le transfert du sujet vers l'analyste, c'est le transfert de l'analyste. Ça, c'est un truc que les gens, en général, ils oublient que c'est ça le truc. C'est que c'est l'analyste qui transfère. Hein. L'analysant, il lui sort des signifiants à tour de bras, mais au fond, bien sûr qu'ils vont recevoir des effets d'interprétation, mais c'est quand même le transfert, c'est du côté de l'analyste. Et pourquoi il est dans cette position et pourquoi on lui parle, c'est parce que lui, il est supposé savoir. Alors attention, c'est pas l'analyste qui est supposé, c'est le savoir. Parce que quand quelqu'un voit un analyste, il a compris qu'il ne sait pas grand-chose quand même, en général. Par contre, il est dans la posture de supporter qu'il y a un savoir, ce savoir qui est évidemment le savoir inconscient du sujet. Hein. Donc il va falloir que petit à petit l'analyste donne accès par ses interprétations au savoir qui est celui de l'analysant. Et quand l'analysant a fait le tour de piste qu'il fallait, il lâche son analyste, il en a qui est devenu un déchet, il s'en fout, puisque c'est un déchet on le laisse tomber, on n'aura rien à foutre, c'est fini, on l'aime plus, on s'en fout complètement de l'analyste. Voilà. Alors ça, évidemment, quand vous dites ça aux analystes, ils ne sont pas contents, mais c'est quand même comme ça que ça se passe. Ça, c'est les discours analytiques, donc on recommence avec les flèches. Et où est-ce que j'en suis? Je les ai toutes faites, non, ici. Pareil, vous voyez, c'est toujours ce circuit-là. C'est-à-dire qu'on ne revient jamais à l'origine. Hein? Donc le savoir, l'inconscient, c'est pour ça que là, il y a une équivoque avec l'inconscient. Parce qu'on entend, de temps en temps, Freud il dit qu'il n'est jamais levé, l'inconscient, d'une certaine façon. Le refoulement originaire, ce qu'il appelle le refoulement originaire, il n'est jamais levé. C'est comme ça, c'est le prix à payer pour entrer dans le langage. C'est une marque du corps par le signifiant qui le sépare de son organisme définitivement. C'est pour ça que les pulsions ne concernent pas les organes sensoriels, mais concernent une construction langagière. Vous voyez ce que je veux dire? Que dans la pulsion scopique, ce soit on est regardé du dehors. Le monde, il n'est pas exhibitionniste, le monde, il est omnivoyeur. Dans la pulsion invocante, c'est la voix. Hein,
C'est la voix qui est l'objet pulsionnel de la pulsion invocante. Et puis ensuite, il y a le cibale, c'est-à-dire la merde dans la pulsion anale, et puis le quoi, le je sais pas quoi, l'autre, c'est la quatrième, c'est quoi? C'est la pulsion, orale qui est le sein. Le sein comme objet. Hein. Donc, voilà la construction des discours comme ça, et puis on va boucler la boucle, puisqu'on peut encore tourner. Donc on est ici déjà, vous voyez, le 1 il est là, le 2 ça se déplace. On arrive ici au quatrième discours, qui est, alors, il ne faut pas que je me gourre, parce que c'est toujours le même truc, S2. S2. Vers petit a, S1, et c'est le sujet divisé. Voilà. Ça, c'est le discours universitaire. Alors, le discours universitaire, je vous le lis, là. L'universitaire, c'est quand même quelqu'un qui doit savoir. Donc, il possède un savoir. Vous voyez? Sinon, il n'est pas enseignant. Voilà, il enseigne, il a un savoir calibré, parce qu'on ne lui demande pas de tenir un discours hystérique, on veut qu'il y ait des références, on veut qu'il y ait des auteurs, on signe, on met voilà les emprunts qu'on a fait ailleurs, il y a tout, comme quand on fait une thèse, c'est très compliqué, on ne peut pas mettre n'importe quoi, mais lui, son savoir, il est commandé par le signifiant maître, il est aux ordres. Hein, on lui dit, voilà, maintenant, réforme de l'université ou réforme de l'enseignement, et puis le maître, il lui dit, voilà, il faut changer les trucs, et puis voilà, il fait cette construction-là, et il s'adresse à l'étudiant. Alors l'étudiant, le malheureux étudiant, c'est un peu un imbécile heureux, il est considéré comme un ignorant absolument total, c'est l'objet de petit a. C'est vraiment l'étudiant, dans notre monde, c'est vraiment... c'est ce que Lacan appelle l'astudé, c'est l'astudé. L'étudiant, il ne compte pas beaucoup parce qu'il suffit de lui graver, et puis finalement, il se produit chez lui, il devient un sujet, mais attention, c'est plus l'hystérique là, elle a changé de sens, puisque je vous ai dit que les places, je fais changer le sens des lettres. Vous voyez l'hérésie de la construction de Lacan, c'est-à-dire que il y a des places et il y a des lettres, mais c'est des lettres qui changent de sens quand elles sont à une autre place. C'est ça qui est génial dans sa construction. Et bien là, c'est le sujet barré par le seul part. Donc il a des diplômes, étudiant, ancien élève de l'école, machin, tout ça. Et en fonction de ça, il peut s'inscrire dans le discours. Et alors, il s'est passé un truc, que je vais terminer là-dessus. Il s'est passé une espèce de copulation entre le discours du maître et le discours scientifique. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu une copulation qui s'est produite, et à ce moment-là, le discours qui va apparaître, le nouveau discours, ça va être un discours très particulier. Dans le capitalisme, l'agent, c'est le sujet divisé. Vous savez bien qu'on vous le dit tout le temps, c'est à vous de décider, c'est à vous de... On fait des enquêtes, on vous interroge. C'est le sujet divisé. Seulement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, vous voyez, cette catégorie des discours, vous avez vu la prégnance de leur écriture qui impose de ne pas y toucher, on ne peut pas les bouger comme ça. Celui-là, il y a un truc qui va se passer avec le discours capitaliste. Il va inverser la flèche, il fait une torsion du discours. C'est ça qui se passe. Hein. C'est-à-dire que le sujet, c'est le sujet moderne, c'est le sujet que nous sommes tous pour le monde, et puis cette flèche, au lieu d'être là comme ça, elle va dans ce sens-là. Paf. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et c'est un sujet qui commande le signifiant. Alors que d'habitude, il est déterminé par le signifiant qui le divise. Lui, dans le capitalisme, le sujet de la libre entreprise, c'est ça que ça veut dire. On est dans la libre entreprise alors qu'on n'a aucune liberté pour entreprendre, c'est bien connu. Hein.
faut avoir des diplômes, il faut avoir des places, il faut avoir... C'est très compliqué, la libre entreprise. Il n'y a que les milliardaires qui sont dans la libre entreprise. Alors là, ils y vont à fond. Voilà, c'est-à-dire que c'est un sujet, le sujet moderne, que nous sommes presque tous, je dis presque, c'est un sujet qui commande au signifiant, ce qui est une aberration, Mais s'il commande au signifiant, où est l'inconscient? Où est la quoi? Tout à l'heure, le sujet barré, c'est le sujet de l'inconscient. Et si là, le sujet barré commande au signifiant... Quand le sujet ici, il est en position de diviser, mais quand, dans les autres discours, il a changé de sens, ce sujet. Oui, mais... Lui, là, voilà. Là, s'il commande au signifiant... Eh bien, il commande au signifiant. Ça, c'est très clair, ça. Mais il n'y a plus d'inconscient pour ce sujet-là. Hein? Ah, vous allez voir ce qui se passe avec ce discours. Vous avez vu qu'il y a des contraintes de parcours, vous avez remarqué, on ne peut pas faire n'importe quoi. Avec ce discours-là, il est comme ça, et ensuite, ça part comme ça, hein? Ça va vers le S2, c'est ça, et ici, l'objet petit a, ça descend là, et ça remonte là. Autrement dit, vous voyez que c'est un discours où il n'y a pas d'impossible. C'est-à-dire qu'on passe son temps on tourne, vous voyez, comme ça. Il n'y a plus d'impossible. Rien n'est impossible. Hein. Vous savez que c'est un slogan, ça, quand même. Hein. Oui. Tout est possible. C'est ce discours-là qui est le discours capitaliste et qui est un discours qui a complètement télescopé les autres discours. Puisque vous y voyez que, au niveau de l'agent, c'est un sujet divisé, donc on croit qu'on est libre. Hein, voilà. Au niveau du savoir, c'est tous les savoirs qui fonctionnent. Au niveau de la production, c'est le plus de jouir qui est là, mais ça tourne en rond. Vous voyez ce que je veux dire? Le principe de ce discours, c'est qu'il n'y a rien d'impossible. C'est plus un discours, ça. C'est-à-dire que ça rompt tous les liens sociaux. Et que Lacan le dit très bien, il dit que le seul symptôme social, c'est qu'avec le discours capitaliste, c'est qu'on n'a plus de liens sociaux. Et on a affaire à ça tout le temps. Il n'y a plus de liens sociaux entre les gens, et on est tous paumés on a du mal à comprendre ce qui se passe dans le monde, et on a affaire à des puissances qui s'ajoutent comme ça, mais qui n'ont plus aucun sens. Et ce discours-là a balayé tous ces discours-là qui avaient encore leur consistance. Et alors, ce que vous remarquerez quand même, c'est que le seul discours qui n'est pas affecté, voyez que lui, comme agent, il y a le sujet, comme savoir, il a le savoir produit par le sujet, ici, qui est ici, qui est donc l'esclave, vous voyez, ici, le plus-value, qui est là, et ici, le signifiant maître, c'est un discours qui ne permet plus les liens sociaux. Hein? On n'a plus de discours pour faire lien social. Et c'est ce qui se voit, par exemple, dans les institutions analytiques. C'est très clair. Les gens n'ont plus aucun rapport avec leurs collègues. C'est la bagarre pour être sur la tribune et pour se faire montrer. C'est devenu, en quelque sorte, moi je le dis comme ça, c'est devenu des entreprises commerciales, en gros les groupes analytiques, hein, avec quelques bouts comme ça. Reste que le seul discours qui n'est pas affecté, par le discours capitaliste, c'est le discours analytique. C'est-à-dire que quelque part, dans la psychanalyse, comme je l'ai montré avec le discours analytique, en bas à droite, la plus-value, elle est restituée au sujet qui vient en analyse. Elle n'est pas dérobée par le maître. Il lui rend sa plus-value, c'est-à-dire tout le reste, c'est la machinerie qui fonctionne, mais il récupère, comme le dit Lacan, ce qu'il lui faut de jouissance pour que son histoire continue. Je vais rester là-dessus. Je ne sais pas si je voulais bien... Bon. On va s'arrêter là-dessus. J'ai un peu débordé ce que j'avais à faire, mais je le reprendrai la prochaine fois dans une construction plus serrée. Est-ce que vous pigez ça?
cette dégradation. Vous voyez que c'est plus un discours puisqu'il n'y a plus d'impossible, il n'y a plus rien là. Ça tourne. Toutes les lettres sont équivalentes. Hein, ça fait plus lien social. Et vous le savez bien que ça fait plus lien social. Hein. Vous avez du temps de Louis XIV, quand il est allé visiter le château de Vaux, lettre de cachet, il a foutu le mec au cachot, qui piquait l'argent de la trésorerie pour faire son château. Voilà, son château de Vaux. Maintenant, c'est quoi quand régulièrement, on entend des histoires de détournement de fonds, de conneries. Enfin, c'est pas possible ce qui se passe là, ce qu'on entend tout le temps. Hein, voilà. Bon. On va s'arrêter là-dessus. Si vous avez des questions, je ne sais pas. Je reprendrai ça. Vous dites que dans le discours capitaliste, tous les termes sont équivalents. Tous les termes deviennent équivalents. Il y a une circulation qui leur donne une équivalence. Oui. Il y a un circuit en boucle. Il n'y a pas d'impossible. Mais c'est le terme que vous avez utilisé au départ pour dire qu'à partir du moment où il y a 4 points dans l'espace, c'est une loi, ils sont équivalents, mais dans leur différence. Oui. Et c'est ce qu'on appelle, je crois que c'est ce qu'on appelle en mathématiques les éléments discrets. C'est les éléments discrets. En mathématiques, c'est les éléments discrets. Oui, c'est ça, oui. Et ce que vous dites par rapport au discours capitaliste, ça me fait penser au fait que, finalement, les éléments discrets, c'est ce qu'on pourrait dire être des discrets dits. Oui. Des dits qui n'ont pas besoin d'être surévalués pour tenir la route. C'est la structure. Oui. Et que finalement, le discours capitaliste, c'est un discours qui s'enfle et qui rajoute quelque chose, par exemple le discours publicitaire, et qui, lui, n'est plus une structure parce qu'il a besoin de rajouter quelque chose pour tenir. Voilà. C'est ça. Oui. C'est plus une structure. Hein. C'est une dénaturation de la structure. Hein. Voilà. Ça va pas? Si. Bon. On s'arrête là.